Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Sur Sud Radio. Jean-Luc Touly, conseiller régional, et Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, sont ce soir dans le grand show de la présidentielle. Parlons d'abord des chiffres records du chômage pour octobre. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,2%, 42 000 personnes supplémentaires après une baisse de 0,7% en septembre. C'est la plus forte hausse depuis 2013. On voit que l'embellie n'a pas duré, Danielle Simonet. Oui, et c'est une catastrophe. Moi, je pense d'abord à toutes ces femmes et ces hommes qui se retrouvent au chômage, dont les vies personnelles sont rendues extrêmement précaires à cette approche des fêtes de fin d'année. C'est une catastrophe. Et en même temps, c'est une catastrophe assez prévisible, parce que quand vous voyez les politiques qui sont conduites par l'actuel gouvernement et qui finalement prolongent les mêmes logiques des gouvernements Sarkozy précédents, on ne peut s'attendre qu'à ces résultats-là. Tant qu'on pense que c'est en faisant des cadeaux, ces 60 milliards d'euros de CICE aux grandes entreprises du CAC 40 et que miraculeusement ça pourrait créer de l'emploi, mais on va contre un mur. Parce qu'on voit que dans la même période, par contre, il y a eu une augmentation de 60% des dividendes redistribués aux actionnaires. Donc on est en train de faire une redistribution des richesses à l'envers, c'est-à-dire qu'on ponctionne, on prend de l'argent public qu'on transmet à des entreprises publiques sans aucune exigence en termes de création d'emplois, sans aucune exigence écologique, alors on devrait être, avec l'approche de la COP21, être totalement préoccupé par l'enjeu de notre transition énergétique et que prendre conscience en plus que ça peut permettre de créer de l'emploi. Et on s'étonne que finalement le chômage continue de progresser, mais c'est hélas tragiquement logique. La ministre de l'Emploi vient de réagir, Jean-Luc Touly, elle dit qu'on espère que la baisse s'enclenchera en 2016. On espère, donc ce n'est pas sûr. À la veille des présidentielles, peut-être. Non, tout ça est vraiment dramatique. Il y a eu ces terroristes qui ont malheureusement tué beaucoup de gens. On veut surfer d'ailleurs un peu tout le monde veut surfer plus ou moins. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est le gouvernement en place et puis voir certains partis d'extrême droite. Tout ça est quand même malheureux, mais quand vous voyez qu'il y a 6 millions de personnes qui sont sans emploi et depuis longtemps, c'est ça quand même la plus grande gravité, et d'aller voir, de faire des déplacements, voir Monsieur Obama, voir Monsieur Poutine, tout ça c'est du grand cinéma. La COP21, quand je vois les publicités qui sont faites par les grandes entreprises qui justement polluent ou surfent sur l'environnement, notamment la mienne, Veolia, c'est intolérable tout ça. Donc il y a beaucoup de communication. Simplement la réalité elle est là, plus 1,2%. On s'est réjoui la dernière fois, soi-disant ça y est, c'était l'amorce d'une tendance vers la baisse. On est quand même aujourd'hui, c'est largement pas le cas, et on voit pas les solutions, et surtout avec les propositions d'un ministre d'économie comme Monsieur Macron, c'est sûr que les choses vont continuer. Alors parlons maintenant de l'appel au drapeau de François Hollande. Le chef de l'État nous invite, les Françaises et Français, à mettre un drapeau bleu, blanc, rouge à nos fenêtres et nos balcons demain pour rendre hommage aux 130 victimes des attentats de Paris. C'est une bonne idée, Danielle Simonet ? Alors, j'ai pas de problème avec cela. Moi, je pense que quand la République est attaquée, il faut réagir par plus de République. Mais réagir par plus de République, c'est pas simplement mettre le drapeau bleu, blanc, rouge à ses fenêtres. Réagir avec plus de République, ça serait vraiment respecter et renforcer nos libertés et nos droits démocratiques fondamentaux. Or, ce gouvernement, nous sommes de mettre le drapeau républicain à nos fenêtres, et en même temps, avec la loi de prolongation de l'état d'urgence de 3 mois, et surtout telle qu'elle a modifié la loi de 55, ils remettent en cause des libertés, des droits fondamentaux, et l'annulation l'interdiction de toutes les manifestations est une atteinte à notre République. Il faut bien comprendre une chose. On veut tous plus de sûreté, mais on ne garantit pas plus de sûreté en reniant nos libertés. Aujourd'hui, rien dans les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence permet de renforcer la lutte contre le terrorisme. Nous avons plus de 10 lois successives contre le terrorisme. Ce qui nous manque, c'est les moyens humains. Et c'est d'ailleurs Monsieur Trévidic, ancien responsable du renseignement, qui le dit. On n'a pas besoin de lois supplémentaires, on a besoin de moyens humains, non seulement pour le renseignement, mais notamment pour la justice. Donc, mettre le drapeau à nos fenêtres, oui. Appliquer réellement les principes fondamentaux de la République, c'est encore mieux. Et surtout, arrêter de courir à travers derrière les propositions de la droite extrême, comme le fait, hélas, ce gouvernement, quand il reprend, par exemple, la question de la déchéance de la nationalité, qui sont des mesures tout aussi inefficaces, mais qui remettent en cause l'unicité du peuple. Alors que là, on doit faire peuple uni.
Jean-Luc Touly, les drapeaux, en tout cas les magasins, on l'entendait dans le journal de 18h sur Sud Radio, les magasins qui vendent des drapeaux sont quand même pas mal pris d'assaut pour demain. Oui, enfin moi personnellement, je ne conteste pas ceux qui vont le faire. Moi, non, il y aura pas de drapeau chez moi. Je ne chante pas la Marseillaise, mais je respecte parce que la Marseillaise, il y a quand même c'est un chant révolutionnaire. C'est un chant révolutionnaire, mais quand on parle aux armes citoyens, c'est vrai qu'historiquement, historiquement dans la Révolution, heureusement que le peuple a pris les armes. Historiquement. Oui, mais bon, c'est pas mon. Mais sur le drapeau, vous trouvez ça quoi, secondaire? C'est de la communication? Pour moi, c'est beaucoup de communication de la part de François Hollande. En même temps, ça va ravir un certain parti qui est très nationaliste. Donc, même si c'est patriotisme et nationalisme, c'est pas la même chose, mais on peut avoir de la confusion. Moi, je préférais qu'ils prennent des mesures pour lutter contre la corruption, parce que c'est aussi un exemple donné aux citoyens pour dire qu'on soit riche, on peut être condamné. Et quand je vois encore une fois, tout dernièrement, j'ai appris ça dans la lettre A d'aujourd'hui, que un conseiller régional socialiste avait un emploi fictif au plus gros syndicat intercommunal d'assainissement d'Europe, qui est en Île-de-France. Donc, ça me gêne beaucoup. Et quand Monsieur Hollande nomme 40 personnes au conseil économique et social et environnemental pour que ce soit des sportifs, que ce soit tout ça pour des copains, qui ne sert à rien, parce que c'est des rapports qui ne sortent pas ou qui n'apportent pas grand-chose, mais il y a quand même 3 700 € à se partager. Oui, moi c'est plus là-dessus, si vous voulez, que je l'attends pour dire, il y a une France exemplaire, ce qu'il avait déjà dit, comme la finance est son adversaire. On a vu exactement le contraire. Donc après, on s'étonne pas que les gens n'ont pas confiance, parce qu'on promet des choses, on fait l'inverse. Donc voilà, moi je suis plus réceptif à ça que des symboles, que ça soit des pins, des drapeaux, etc. Mais je ne critique pas, je veux dire. Mais c'est pas ma tasse de thé. Ouais. Les Invalides pour rendre hommage aux 130 victimes demain, c'est une évidence, Daniel Simonet. J'y serai. C'est important de participer à cet hommage. Je pense que la minute de silence et le deuil national était un moment extrêmement important. On vient de traverser une période terrible, une période qui n'est pas close du tout. Et donc, oui, il faut... nos cœurs saignent. Nos cœurs saignent. Je veux dire, c'est tragique ces événements-là, non seulement parce qu'on connaît tous des proches qui ont été attaqués, et on a tous conscience que n'importe lequel d'entre nous ou de nos proches aurait pu être touché et pourrait l'être demain. Donc c'est important qu'il y ait ce recueillement, et de la même manière que j'étais hier place de la République pour rendre hommage aux victimes tunisiennes de l'attentat qui a eu lieu à Tunis. Et je voudrais d'ailleurs exprimer vraiment toute ma solidarité, et à la fois ça nous a fait très plaisir de voir que il y a une solidarité internationale avec les terribles attentats que nous venons de subir. Il faut donc que nous aussi, peuple français, nous soyons à la hauteur, et que nous soyons également solidaires de tous ceux qui sont victimes dans le monde de Daesh, et bien avoir conscience que, par exemple, les premières victimes de Daesh sont justement les musulmans, et que parce que nos cœurs saignent, il ne faut pas laisser la haine entrer dans nos cœurs, et plus que jamais être attaché à l'unicité du peuple et refuser vraiment tous les amalgames et le racisme contre nos concitoyens de confession musulmane réelle ou supposée. Le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec aujourd'hui Jean-Luc Touly, conseiller régional en Île-de-France, militant associatif, et Daniel Simonet, coordinatrice, porte-parole du Parti de gauche et conseillère de Paris. On va parler maintenant de la tournée mondiale de François Hollande. Il rencontre actuellement le président russe Vladimir Poutine, avec pour objectif de créer une coalition mondiale contre Daesh. François Hollande vient d'appeler à la création d'une coalition large pour frapper le terrorisme. Réponse de Poutine: nous sommes prêts à coopérer dans la lutte antiterroriste. On voit que la coalition semble se mettre en marche. Jean-Luc Touly. C'est pas aussi évident que ça. Il y a un tournant. Ça dépend où se trouve Monsieur François Hollande. Quand il se trouve aux États-Unis, il reparle du président Assad, alors qu'il avait un petit peu oublié, et ce qui a arrangé Monsieur Poutine. Donc tout ça est assez fluctuant.
il n'y a pas des engagements certains d'une coalition contre Daesh aussi rapidement. Puis il y a eu un avion russe qui a été abattu par le gouvernement turc. Donc tout ça fait que... Mais je voulais dire un mot aussi par rapport à ce qui était dit sur le deuil. Évidemment, c'est très respectable. J'aurais aimé, c'est prétentieux, mais qu'on associe aussi tous les morts qui ont lieu assez régulièrement, par exemple, dans les attentats qui ont lieu justement dans les pays arabes. Il y en a beaucoup, en Irak, en Syrie. Qu'on les associe demain, c'est ça, aux invalides? Quelque part, je trouve que ça aurait été bien pour l'unité, pour bien montrer qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Bon, j'ai pas de recommandation, mais je pense que c'est pas parce que c'est arrivé chez nous à un moment que maintenant on s'offusque, et on a raison de s'offusquer, mais ça fait longtemps que ça dure dans ces pays-là. Et qu'on mette la responsabilité aussi sur des pays démocratiques. Quand je rigole en disant ça, quand on passe des accords sur les armes ou sur d'autres choses avec un pays comme l'Arabie Saoudite qui n'accueille aucun migrant et qui est quand même un des pays qui a fomenté tous ces terroristes quand même. Donc, vous voyez, tout ça est assez complexe ou assez simple, mais le courage des politiques, c'est pas toujours en rendez-vous. Et je trouve que si vraiment on veut faire l'unité, il faut rappeler tous les morts et d'expliquer qu'il y a des responsables aussi qui ont financé. D'ailleurs, on a aussi financé des armes qui se retrouvent dans les mains de terroristes. Donc, c'est assez complexe, mais il n'y a pas les bons et les méchants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en tout cas, pour les victimes, je pense qu'il faut associer toutes les victimes du terrorisme, et y compris dans les pays arabes. Daniel Simonet, sur la coalition ou la coordination, il y a les deux mots qui circulent. Écoutez, ce qui est important déjà, c'est qu'il y a une rupture de la part de François Hollande avec les politiques antérieures qu'il a pu conduire. Jusqu'à présent, il était aligné simplement sur l'atlantisme, sur la stratégie géopolitique des États-Unis et de l'OTAN. Et là, il reconnaît la nécessité, d'être dans le cadre de l'ONU et d'avoir une coalition, une discussion avec l'ensemble des partenaires. Mais ce qui m'importe, moi, dans la période, c'est qu'on prenne bien conscience que les bombardements aveugles ne servent à rien. Et les bombardements qui ont été encore votés hier à l'Assemblée nationale, pour moi, ne sont pas la bonne solution. La première des choses à faire, c'est d'organiser un cadre diplomatique en soutien avec les forces au sol qui combattent Daesh. Et les forces au sol qui combattent Daesh, les meilleurs combattants, ce sont les soldats kurdes. Et donc, il faut soutenir d'abord les Kurdes qui se font tirer dans le dos par la Turquie. La Turquie qui joue un jeu extrêmement trouble, ou bien alors, je dirais même très clair. Donc, il y a vraiment une nécessité de regarder droit dans les yeux la situation de la Turquie. Et comme Monsieur Touli venait de le dire précédemment, si on veut lutter contre Daesh, il faut attaquer Daesh économiquement, financièrement. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre organisée cette semaine avec l'émir du Qatar ? Alors qu'on sait pertinemment, mais oui, écoutez, alors qu'on sait pertinemment le rôle des grandes familles qataries, on sait pertinemment que ce soit le Qatar ou que ce soit l'Arabie Saoudite, on sait très bien que ces pays-là ont un rôle important d'un point de vue économique par le biais du pétrole, du coton, dans le financement de Daesh. On sait que ce pétrole, ce coton transite par la Turquie. On sait que l'Union européenne, les pays européens vont aussi indirectement en acheter. Donc il faut absolument, économiquement, combattre ces sources de financement. Et ne pas oublier que Daesh s'est développé notamment à la suite de la guerre en Irak, où les Américains ont eu de cesse de démanteler totalement l'État irakien, puis avec les bombardements en Syrie, puis en Libye et en Syrie. Donc il faut repenser les choses autrement, appuyer les troupes au sol et faire en sorte qu'il puisse y avoir dans le même temps un cadre de négociation internationale pour contribuer à la paix dans la région, en prenant appui sur les acteurs de la région. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Cyril Brioulet. Avec Daniel Simonet, coordinatrice porte-parole du Parti de gauche, conseillère de Paris, Jean-Luc Touly, conseiller régional en Ile-de-France, auteur des Recasés de la République aux éditions First. On va parler maintenant des élections régionales. Premier tour le 6 décembre, je le rappelle, et le Front National qui est le seul parti à progresser réellement depuis les attentats d'après le sondage Odoxa pour le Parisien aujourd'hui en France et BFM TV. Sondage après sondage en Aquitaine, Midi-Pyrénées, PACA, dans les deux grandes régions nord et est, partout les candidats du parti d'extrême droite sont à la hausse. Ça vous surprend, Daniel Simonet ? Mais écoutez, après des années où les médias ont quand même
été nombreux à contribuer à la diabolisation du Front National. Après des années où un gouvernement dit de gauche divise la gauche et mène une politique de fait de droite qui désespère le peuple, il n'y a pas de quoi être surpris. Et évidemment, les terribles attentats encouragent en fait le Front National, attise les haines et encourage une lecture absurde de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et moi, je suis très en colère contre la droite et le gouvernement qui, de fait, nous imposent leur déchéance morale. Parce que finalement, quand eux-mêmes en viennent à reprendre les propositions de l'extrême droite, eh bien ça veut dire qu'ils démissionnent et abdiquent devant une victoire culturelle du Front National extrêmement dangereuse. Il faut le dire et le redire. Quand vous parlez de propositions, ce sont lesquelles? C'est sur la déchéance de nationalité notamment? Alors c'est la question par exemple de la déchéance de la nationalité. On n'a jamais vu un terroriste, un kamikaze, tout d'un coup se dire « Ouh là là, je ne vais pas commettre un attentat parce que je pourrais perdre ma nationalité ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et comment on pourrait croire, nous, la France, avec la grande idée justement que nous avons de notre patrie républicaine, qu'il ne serait pas mieux que ceux qui sont accusés de terrorisme, eh bien ils doivent purger leur peine dans nos prisons. Pourquoi les expulser et leur donner à la limite peut-être une liberté dans le pays où justement ils pourraient se réentraîner? Enfin, c'est une aberration tout cela. Mais je pense aussi à la proposition de Monsieur Wauquiez, ce qui était d'interner Laurent Wauquiez, candidat Les Républicains en Rhône-Alpes-Auvergne. Alors là, c'est la grande démagogie réactionnaire, raciste ou sécuritaire, où l'idée qu'il proposait, c'était d'interner, d'enfermer tous ceux qui sont entre guillemets sur les fiches S et qui sont suspectés d'être en lien avec des activités terroristes. Mais écoutez ceux qui combattent justement le djihadisme. Vous aviez cette femme, excusez-moi, j'ai oublié son nom, extraordinaire, mais qui est très engagée justement auprès des familles et qui explique que pour que des familles puissent alerter parce qu'ils réalisent que leurs enfants sont en train de dériver dans cette approche sectaire, parce que c'est une approche sectaire le djihadisme, et que bien il faut au contraire permettre à la parole de pouvoir s'exprimer. Oui. Et la lutte contre ce djihadisme nécessite à la fois des mesures très fortes, c'est-à-dire des moyens humains au niveau du service de renseignement, au niveau des filatures, au niveau de la justice pour pouvoir constituer les dossiers et pouvoir juger les coupables, et en même temps un travail, une bataille idéologique d'éducation populaire pour arracher les jeunes à ces emprises sectaires. C'est cette bataille-là importante. Revenons au régional et au score du Front National. Jean-Luc Touly. Pour moi, la responsabilité première de la montée du Front National, c'est le gouvernement de gauche et le gouvernement de droite d'avant, puisque depuis des décennies, c'est eux qui sont au pouvoir. On a vu que toutes leurs promesses, qu'on ne partage ou qu'on ne partage pas, ils ne les ont pas fait. Il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de plus en plus de précarité. Donc il est logique que, comme on a essayé à peu près tout, je dis pas tout à fait tout, il est logique que le nationalisme et le Front National puissent se renforcer. Et ce ne sont pas des électeurs qui sont tous fachos, ce sont des électeurs même peut-être qui va de l'extrême gauche en passant par la gauche modérée, la droite, parce que les gens sont déçus par rapport à ce qui est annoncé. Et moi je vais vous dire... Donc quelque part vous les comprenez, ces Français qui se disent pourquoi pas essayer le FN? Mais évidemment, et si j'ai quitté le groupe Europe Écologie à la région pour rejoindre un groupe qui est pas très éloigné de Daniel Simonet, qui est minoritaire, qui fait pas partie de la majorité, c'est parce que quand je vois, et je ne veux pas tout assimiler, mais je vous donner 2-3 exemples, quand je vois Jean-Vincent Placé qui remet la Légion d'honneur avec Monsieur Santini au directeur d'une grande multinationale, quand je vois que le directeur de campagne d'Emmanuel Cos est le directeur de communication de Veolia, et quand je vois que le fils de Robert Lyon a été employé au comité régional du tourisme, présidé par Gérard Felzer, qu'on entend sur France Info, à 11 000 € par mois, si vous voulez, moi, ça ne passe pas. Parce que moi, j'étais un militant associatif anticorruption. J'ai cru à ce parti. Et ce parti qui a effectivement fait naître des espoirs et qui a fait un beau score, effectivement, m'a déçu.
Donc moi, je ne me représente pas. Je soutiens d'autres organisations qui sont minoritaires et qui, j'espère, viendront peut-être aujourd'hui renforcer cette gauche qui est vraiment, moi, m'a fortement déçu. Alors, je n'irai pas au Front National, évidemment, mais je comprends qu'il y a des gens qui vont au Front National parce que c'est des gens qui avaient des convictions. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? L'ennemi, c'est la finance, le non-cumul, la République exemplaire. C'est exactement l'inverse. Je vous ai cité quelques exemples, il y en a plein. Donc, je comprends tout à fait. C'est pas la bonne solution. Et je pense que quand le Front National viendra peut-être au pouvoir, on verra qu'on tombera dans les mêmes problèmes. C'est le système qui est fait aujourd'hui, le non-cumul des mandats, les conflits d'intérêts, la corruption, la clémence des politiques, les indemnités tout ça, moi, me dérange. Et tant qu'on n'aura pas un grand balayage de toutes ces gens qui cumulent et cumulent et cumulent, on tombera toujours dans les mêmes errements. Vous croyez au sondage aujourd'hui? Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Monsieur Touly. Rapidement. Oui, rapidement. Le Front National, il se présente comme un parti anti-système alors que c'est l'idiot ultime du système. Parce que le Front National, partout où il a dirigé des municipalités, eh bien, on se rend compte qu'il est finalement dans les mêmes corruptions que celles où on peut voir des dirigeants PS ou les Républicains mouillés dans les mêmes affaires. Et le Front National se présente comme un parti anti-système alors qu'il défend les mêmes politiques d'austérité que le Parti Socialiste et les Républicains. Ils veulent tous diminuer la dépense publique. Or, les terribles attentats nous montrent qu'au contraire, on a besoin de plus de services publics, on a besoin de plus d'État, on a besoin de plus de policiers, de plus de justice, de plus d'éducation, de plus d'hôpitaux publics. Donc vraiment, la stratégie nécessaire pour répondre aux problèmes, pour moi, et l'enjeu de ces régionales, c'est justement l'opposition de gauche et les dynamiques citoyennes. Et les démarches justement des listes front de gauche. Alors on a heureusement un certain nombre de régions où l'opposition de gauche est rassemblée, je pense à Midi-Pyrénées par exemple, Languedoc-Roussillon, où il y a le front de gauche et Europe Écologie Les Verts ensemble. Si tu permets, justement, cette cacophonie d'accords, etc., de partis proches des idées, que je respecte tout à fait, avec parfois au premier tour, ou parfois au deuxième tour, parfois pas du tout, des alliances. Je pense que les électeurs ne s'y retrouvent plus beaucoup. Et donc forcément, ce jeu de confusion fait le jeu du Front National. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que même s'il y a quelques exemples, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup le pouvoir, les gens pensent, en tout cas, comme ils ont quasiment tout essayé, même s'ils n'ont pas tout à fait tout essayé, on est d'accord, ils vont aller vers ça. Et puis, je pense que si ça arrive, ils verront. Alors, ça pourrait peut-être être pire ou pareil, mais on n'aura rien résolu. Moi, j'ai peur qu'après, on fasse comme aux États-Unis. On a le choix entre les républicains et les démocrates. En gros, pareil, quoi. Et qu'il y a 50% de gens. Voilà, c'est pour ça que l'enjeu dans ces régionales, eh bien, j'invite tous les citoyens à identifier dans leur région les listes d'opposition à la politique gouvernementale, les listes anti-austérité, les listes qui prennent à bras le corps les questions sociales et les questions écologiques et qui s'appuient sur l'engagement citoyen en assumant des chartes éthiques avec notamment la question contre le cumul des mandats, ce genre de choses. À tout de suite pour le grand show de la présidentielle. Daniel Simonet, Jean-Luc Touly. Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. Dernière partie du grand show de la présidentielle avec Daniel Simonet du Front de Gauche et Jean-Luc du Parti de Gauche et Jean-Luc Touly, conseiller régional en Ile-de-France et militant associatif. On va parler des transports pour terminer avec cette enquête de l'UFC Que Choisir qui a décidé d'attaquer à la fois la SNCF, la RATP et la région Ile-de-France pour des retards à répétition dans les transports en commun franciliens. Ça concerne aussi d'autres régions ailleurs en France, la ligne Cannes-Vintimille, la ligne Amiens-Paris ou encore Toulon-Marseille pour les trajets en train. Qu'est-ce qui ne va pas dans les transports, Jean-Luc Touly ? Écoutez, on a à la région Île-de-France c'est une responsabilité puisque on a un vice-président Pierre Cerne qui est d'Europe Écologie et qui est avec Jean-Paul Huchon président du STIF, donc le syndicat des transports franciliens. C'est vrai qu'il y a énormément de travail et énormément d'investissement à faire sur les vieilles lignes, mais que ces derniers temps, on a parlé beaucoup du Grand Paris avec le métro express qui coûte énormément cher, qui desservent pas tellement les voyageurs, mais plus les intérêts économiques. Alors, effectivement, pour moi, il n'y a pas assez d'investissement dans ce qui existe aujourd'hui, le RER, le RERB, les RER en général, où effectivement il y a du retard. Les gens sont surtout le matin et le soir, mais complètement pressurisés les uns contre les autres. Et pourquoi ça marche moins bien aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Parce le matériel est trop vieux, il y a de plus en plus de monde. Oui, il y a de plus en plus de monde. Le matériel s'est pas amélioré, on n'a pas fait les investissements à temps, tout ça coûte cher. Et arrivé un moment, voilà, on a du retard. Les gens ont besoin de travailler, donc ils arrivent en retard, ils se font pénaliser. Donc moi, je prends régulièrement le train et si vous voulez, les gens arrivent le matin déjà un peu fatigués, déjà plein de sueur, toujours peur d'être en retard. Donc je veux pas jeter la pierre à la SNCF et la RATP, des services publics absolument indispensables, mais c'est vrai que vis-à-vis des voyageurs, les problèmes s'accentuent et il y a un mécontentement. Quelles sont les responsabilités ? Toujours pareil, ce sont les politiques qui n'ont pas suffisamment pris d'avance pour anticiper ces problèmes qui deviennent aujourd'hui criants et qui n'ont pas de solution à court terme. Mais sur toute la France, les retards, ça représente 9000 heures. C'est énorme, Daniel Simonet. Mais c'est pire que ça. C'est pas simplement que ceux qui nous dirigent n'ont pas anticipé, c'est qu'ils ont mené des politiques qui ont aggravé. Donc moi, je jette la pierre. Je jette la pierre à ceux qui dirigent justement le STIF, à la SNCF, à la RATP et au gouvernement. Quelles ont été les politiques conduites ces dernières années ? Ça a été des politiques de réduction des effectifs. Quand vous réduisez les effectifs de la maintenance, il ne faut pas s'étonner qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des problèmes de panne mal anticipés qui provoquent un bon nombre de retards. Une grande partie de ces retards sont dus à des dysfonctionnements sur les voies parce qu'on n'a pas anticipé l'ensemble du travail nécessaire de la maintenance. Et c'est valable sur toute la France. Dans tous les meetings où je vais, dans chaque région, on se retrouve. Alors ça va être ici la ligne Lyon-Grenoble TER, ça va être la ligne Paris-Amiens. En France, en région Île-de-France, on sait très bien que le RERB aurait dû être dédoublé depuis bien longtemps, et c'est ce que nous défendons dans la liste soutenue par le Front de gauche, Nos vies d'abord. Nos vies d'abord, elles ont besoin, si on veut pas des accidents type Bretigny, elles ont besoin d'humains d'abord. Elles ont besoin d'effectifs pour faire en sorte que le service public fonctionne et soit de qualité. Or là, il y a un mépris total pour les hommes et les femmes qui tous les jours sont dans ces transports en commun pour aller travailler dans des conditions totalement scandaleuses, parce que c'est un stress permanent, une oppression. Or, à l'approche de cette COP21, l'enjeu de développer les services publics pour qu'on abandonne notre voiture, pour qu'on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut en faire une urgence nationale. Il faut développer au contraire l'ensemble des transports en commun. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Au contraire, on est en train d'abandonner, et le gouvernement veut abandonner les lignes de TER. Alors, avant que ce soit tout disparu, ceux qui sont en région Île-de-France, venez au contraire sur Paris dimanche participer à la chaîne humaine, parce que s'il y a une interdiction de manifester, on a le droit de se balader à Paris. Et ça tombe bien, une petite promenade chaîne humaine qui est proposée pour défendre le climat dès le début de l'après-midi sur les trottoirs du boulevard Voltaire entre Nation et République. Et donc